Donc, avant de discuter les montages de transistors, je voudrais d'abord qu'on discute c'est quoi un amplificateur. Parce que justement, on va utiliser les montages de transistors pour créer des amplificateurs. Donc, un amplificateur, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement un circuit qui va prendre une tension VE et qui va la multiplier par un coefficient que j'espère constant. Donc, un coefficient qui va faire que VE serait proportionnel à VS avec un certain coefficient AV. Et AV, ça va être tout simplement être le coefficient qui multiplie VE pour nous donner VS, ou autrement dit, AV est égal à VS sur VE. Alors, ce gain pour que cet amplificateur ait un sens devrait être supérieur à 1. Mais une chose, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'on ne va pas créer de l'énergie ici. Si on va prendre une tension VE autour de 1 volt par exemple et qu'on va la transformer autour de 5 volts, que ce soit un signe sinusoïdal, triangulaire ou aléatoire, ben, ça veut dire que on a apporté de l'énergie. Et comment on apporte cette énergie? Ben, on l'apporte à travers VCC, qui est la tension fixe, la tension statique qu'on apporte à ce circuit. Donc, on alimente, ce qu'on appelle l'alimentation d'ailleurs, un amplificateur par une certaine tension. Ça va être VCC ou par exemple dans l'ampli, ça va être plus VCC moins VCC. Et cette alimentation, c'est ce qui va faire en sorte qu'on va produire cette amplification. Autrement dit, si votre circuit d'amplification est branché sur une pile ou sur une batterie, ben cette pile va se décharger. C'est-à-dire qu'on va consommer de l'énergie pour faire cette amplification. Donc, l'amplificateur va être caractérisé par la tension d'alimentation qu'on va lui appliquer. Et il va être aussi caractérisé par une impédance d'entrée et une impédance de sortie. Alors, c'est quoi ces impédances? Ben, tout simplement, quand vous appliquez VE à votre amplificateur, le courant qui rentre ici n'est pas nul. Il est certes petit, mais il n'est pas nul. Donc, et le rapport entre cette tension et ce courant, c'est tout simplement l'impédance d'entrée de notre circuit. De même, on a une impédance de sortie, c'est-à-dire que à la sortie de ce circuit, il y a une impédance qu'on peut appeler VS. C'est-à-dire qu'on imagine ici que l'amplificateur il est idéal jusqu'ici, c'est-à-dire qu'ici il va nous donner AV sur VE, mais qu'il y a une impédance de sortie qui va introduire une chute de tension avant de produire la tension VS. Et ça, c'est lorsque IS est non nul, parce que lorsque IS est nul, ma IS fois VS, c'est-à-dire la chute de tension va être nulle. Et dans ce cas, notre amplificateur serait idéal. Donc, on a intérêt à ce que IS soit trop petit. Donc, comment on calcule IS, ZS, pardon, ben, ZS, c'est tout simplement l'intention VS dans le cas d'un circuit ouvert, c'est-à-dire circuit ouvert, c'est-à-dire qu'on n'a pas branché de charge ici, ça veut dire que IS il est nul, et donc ça va être AVVE, divisé par IS dans le cas d'un court-circuit. Et un court-circuit, ça veut dire que VS est égal à 0, c'est-à-dire qu'on va brancher ici cette borne à la masse, et dans ce cas on va trouver le courant qui traverse ZS. Donc, si on applique ça au schéma qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire un montage émetteur commun, ben, l'émetteur commun, c'est un amplificateur. C'est-à-dire qu'on aura ici VE qui va être multiplié par un certain coefficient pour nous donner VS. Alors, pour démontrer ça, vous pouvez d'abord remplacer le schéma de ce circuit par le schéma équivalent. On a déjà fait ça précédemment. Donc ici, RB, je rappelle, c'est RB1 parallèle à RB2. Et si on fait le calcul ici, ben, on va trouver que le gain, qui est VS d'abord, qui est VS sur VE, à VS c'est égal à RCIC. Alors ici, on est en train de considérer qu'on est en circuit ouvert, c'est-à-dire que le courant qui passe ici, il est nul, et donc systématiquement, le courant qui passe ici, c'est IC. Donc le courant qui passe ici, c'est IC, plus le courant qui vient ici, pardon, le courant ici, moins IC, et donc puisque le courant il est nul, donc le courant ici, c'est IC. Donc, VS, c'est moins RCIC. Remarquez que ici, le RC et le IC sont dans le même sens, donc c'est moins RCIC. Et pour le VE, ben le VE, c'est IB H11. Pourquoi? Parce que le courant qui passe ici,
qui passe ici n'est pas IB. Le courant qui passe ici est non nul. Et donc, c'est un courant, le courant ici, c'est la somme de ce courant et IB. Donc, le courant IB, c'est celui qui rentre dans H11. Et donc, on va prendre que VE est égal à IB H11. Et donc, on a VS et VE. Alors, on sait que ici est égal à bêta IB, donc on peut dire que c'est égal à que VS est égal à moins RC bêta IB. Et donc, on a AV qui est égal à moins bêta RC H11. Alors, pour l'impédance d'entrée, donc c'est tout simplement le courant d'entrée sur VE. Et donc, ça, on peut facilement le trouver comme étant RB parallèle à H1. C'est-à-dire que 1 sur ZE est égal à 1 sur RB plus 1 sur H1. Et ZS c'est tout simplement RC. Alors, on peut le voir ici comme étant le cas d'un court-circuit par rapport à un cas de tension VS avec circuit ouvert. On trouvera que c'est un RC. Alors, attention, ici on a un problème, c'est un montage qui est très avantageux, mais ça nous pose un petit problème. Donc pourquoi il est avantageux? Parce que déjà il a un grand gain. Alors, il a un grand gain parce que ici bêta il est très grand. Bêta c'est un coefficient d'amplification de courant qu'on va retrouver ici dans l'amplification de tension, donc moins bêta. Donc c'est vrai qu'il y a un signe moins qui va nous inverser le sens du signal, mais ça c'est pas très grave, on peut le gérer. Donc on a un gain négatif certes, mais qui est très grand. On a ici bêta fois RC, sachant que H1 on le connaît. Alors il a un petit inconvénient, c'est le fait qu'il a un ZS qui est égal à RC, et donc RC on le fixe par le point de fonctionnement voulu. Et le point de fonctionnement, on ne peut pas le placer là où on veut. Le point de fonctionnement doit être au milieu de la courbe, donc des caractéristiques d'un transistor. Sinon, on va atteindre la saturation. Et donc, ZS, on ne peut pas agir dessus. Et donc, ça nous fait une impédance de sortie qui va nous bouffer du courant, qui va nous induire une chute de tension qui n'est pas appréciable. Mais c'est pas ça le grand problème du montage émetteur commun. Son grand problème, c'est l'emballement. Alors, l'emballement, c'est quoi? C'est que en statique, c'est-à-dire si on oublie VE, VS, si on regarde que le schéma statique, alors lorsque l'émetteur chauffe, lorsqu'il y a un passage de courant ici, lorsqu'il y a un passage de courant IC plus IB dans le E, c'est-à-dire qu'il y a des électrons qui rentrent par l'émetteur, ben on a un échauffement par effet Joule de l'émetteur, et cet effet Joule, ben, il nous génère plus d'électrons. Et quand on a plus d'électrons, ben, on va avoir plus de courant qui traverse le E. Donc, c'est-à-dire IB va grandir et IC va grandir avec. Et ce IC va aussi avoir l'effet de chauffer. Et donc, on va avoir plus d'électrons qui vont chauffer, qui vont créer plus de courant qui va faire chauffer l'émetteur, et l'émetteur en chauffant va créer plus d'électrons, et ça va continuer en un cycle fermé, et ça va nous créer ce qu'on appelle un emballement thermique. Donc, pour éviter ça, la seule solution est d'ajouter une résistance à l'émetteur, RE. Bien, sauf que lorsqu'on va rajouter cette résistance, RE ici, ben on va avoir le nouveau schéma équivalent qui va être ça. Et si on essaie de calculer VE dans ce cas, alors le VS va rester le même, parce que c'est égal à moins RC IC. Mais si on calcule VE, ben on va introduire dans ce cas RE. Donc ce sera plus RE multiplié par bêta plus 1 IB, parce que IE c'est bêta plus 1 IB. Et donc ça me fait H11 plus bêta plus 1 RE multiplié par IB. Et donc le gain, c'est ça. C'est toujours moins bêta RC, mais divisé non seulement par H11, mais divisé par H11 plus bêta plus 1 RE. Or, ce coefficient-là, ben déjà bêta plus 1, c'est très grand, c'est de l'ordre de centaines. Donc, alors que ici, donc bêta plus 1, donc ce que je gagne ici, je le perds en dénominateur. Et puis RE, je ne peux pas l'avoir une petite résistance, parce que si j'ai une résistance qui est faible, elle ne va pas bien chauffer. Et donc, si elle ne chauffe pas bien, elle ne va pas protéger l'émetteur contre
l'échauffement. Moi, j'ai envie que c'est le RE qui chauffe à la place de l'émetteur pour garder cette tension ici régulée. Alors, c'est quoi l'idée ici? C'est que quand je mets une résistance, quand le courant IE augmente, la résistance ici augmente et donc la différence potentielle ici augmente et donc je régule la température et je régule encore une fois le courant qui passe par là. Donc j'ai éliminé l'emballement thermique mais j'ai perdu dans le gain. Donc, pourquoi j'ai perdu dans le gain? Parce que ici le bêta plus 1 RE s'ajoute dans le dénominateur et ça me fait un effet négatif. Alors la solution pour ça, c'est de rajouter une capacité en parallèle à RE. Quand je rajoute cette capacité, qu'est-ce qui se passe? Ben, en régime statique, c'est-à-dire là où j'ai le problème de l'emballement, alors la capacité se comporte comme un circuit ouvert et donc la résistance est bien prise en compte pour le calcul du point de fonctionnement. Mais pour le régime dynamique, c'est-à-dire lorsque je considère que je suis en train de voir l'augmentation de Vs par rapport à VE, ben dans ce cas, la capacité va se comporter comme un circuit fermé et elle va court-circuiter RE et je vais avoir le montage précédent. Alors, de même, on a un montage qui s'appelle le collecteur commun. Alors, pourquoi on l'appelle collecteur commun? Parce que dans ce cas, Vs va être prise au bord de RE et non pas au bord de C. C'est-à-dire, elle va être la sortie CE, c'est non pas C. Et C, il est lié à VCC. Et donc, comme on l'avait dit précédemment, c'est qu'il est lié à la masse. Alors, si on crée le montage équivalent en utilisant le schéma simplifié, ben on aura ce circuit-là qu'on pourra un petit peu déformer parce que remarquez que ici le C il est relié à la masse. Alors, prenez une pause, essayez de regarder ce que j'ai fait ici. Donc, j'ai repris le générateur, je l'ai remis ici. Il est en parallèle à RE. Et j'ai remis H11 et RP. J'ai remis le circuit dans un ordre plus clair. Ce qui me permet de calculer ces équations ici. Donc, VE est égal à H11 IB plus RE bêta plus 1 IB. Donc, je calcule VE par rapport à IE. Mais moi, je ne veux pas connaître IE, donc je calcule IB et ce IB ici. Pardon, IB ici et IE ici, parce que ici, c'est IB plus bêta plus 1 IB qui me donne IE. Et je calcule Vs par rapport donc à RE et bêta plus 1, IE qui est égal à bêta plus 1, IB. Et je calcule donc le gain. Alors, le gain ici, c'est bêta plus 1 RE sur H11 plus bêta plus 1 RE. Alors, je dis que c'est presque égal à 1. Pourquoi? Parce que tout simplement, H11, il est négligeable devant bêta plus 1 RE. Alors, RE, c'est une résistance environ, bon, on peut dire par exemple d'1 kg. Et bêta plus 1, c'est un coefficient de 100, alors que H11, c'est une impédance très faible par rapport à ça. Et donc, si je néglige H11, je vais avoir presque bêta plus 1 sur RE, sur bêta plus 1 RE, c'est presque 1. Alors, un amplificateur avec un gain qui est égal à 1, c'est pas très utile. Mais l'utilité du collecteur commun, elle est dans l'impédance, dans ses impédances. Alors, si on regarde l'impédance d'entrée, donc l'impédance d'entrée ici, c'est RB, en parallèle de H11 qui est en série avec RE. Alors vous pouvez faire les calculs, c'est pas très magique, il suffit de suivre les lois des mailles et les lois des nœuds, vous pouvez trouver ça. Mais le plus important ici c'est ZS. Alors je rappelle que ZS c'est VS en cas circuit ouvert divisé par ISS en cas de circuit du court-circuit. Alors si on prend le cas du circuit ouvert, donc c'est celui-ci. Supposons que ici I est égal à 0. Alors vous pouvez calculer que c'est ce qu'on avait fait tout à l'heure en disant que Vs est égal à bêta plus 1 RE sur H11 bêta plus 1 RE sur V multiplié par VE. Et dans le cas du court-circuit, ben, si on court-circuite ici, donc la tension RE elle est égale à 0, puisque c'est un court-circuit, et donc on peut éliminer le RE. Et donc, on se retrouve qu'avec ce schéma. Et là, on peut dire que IS, c'est-à-dire le courant de sortie, le courant qui va traverser ici, c'est un courant de court-circuit, ben, il est égal à bêta plus 1
VE sur H11. Alors, si vous appliquez ça, on sait que VS est égal à H11 sur bêta. Et si on considère que bêta est très grand, ben, tout simplement, ça veut dire que le ZS est très petit. Et donc, c'est un montage qui a l'avantage d'avoir une très faible impédance de sortie. Donc, son avantage n'est pas d'amplifier, mais de créer donc un montage d'isolation. Donc, en général, qu'est-ce qu'on fait? On met un montage émetteur commun pour augmenter le gain. Et à la sortie de ce montage, on met un montage collecteur commun pour avoir une bonne sortie. Maintenant, si on regarde, c'est quoi l'origine de cette amplification? Mais cette amplification, elle vient du fait que IC est égal à bêta IP, ce qui est la caractéristique d'un transistor. Donc, IC est une image agrandie de IP, ce qui nous permet d'avoir, en déplaçant le point de fonctionnement, ce signal au bord de VCE qui est amplifié. Donc, c'est ça l'origine de l'amplification. Mais si on regarde cette amplification, alors cette amplification nous donne un signal, attention, qui n'est pas centré. C'est une amplification autour du point de fonctionnement. C'est-à-dire que vous remarquez que ici, que le signal obtenu, il est entre 9 volts et 3 volts, par exemple, dans cet exemple ici. Et donc, ce n'est pas un signal entre, par exemple, moins 5 et 5. C'est un signal qui est centré autour de 6 volts. On dit qu'il a une valeur moyenne de 6 volts, ou bien on parle, techniquement en électronique, on parle de la composante continue. On dit qu'il a une composante continue de 6 volts. C'est-à-dire, si vous le regardez dans un oscilloscope, vous allez trouver que votre signal, il est en haut, autour d'un point d'équilibre, autour d'une valeur moyenne qui est de 6 volts. Cette valeur moyenne, c'est ce qu'on appelle la composante continue. Autrement dit, ça veut dire que si vous faites la transformée de Fourier de ce signal, vous allez trouver qu'il aura une composante A0 qui est égale à 6 volts. Donc, n'oubliez pas que le signal amplifié par un transistor est un signal qui n'est pas centré, qui a une composante continue. Attention, c'est quelque chose de très important en électronique. Alors, la deuxième question que l'on pourrait se poser, c'est je peux amplifier, mais jusqu'à quel point? Est-ce que je peux encore élargir cette marge d'amplification? Alors la réponse est non, justement, parce qu'on a la caractéristique du transistor. Donc, si on regarde le réseau de caractéristiques du transistor, ben, justement, si on amplifie comme c'est présenté ici, ben, on va atteindre un point de saturation ici. Donc ça, ce point-là, dans cette zone ici, on a ce qu'on appelle le phénomène de la saturation. Et c'est quoi la saturation? C'est tout simplement le fait que IP n'est plus égal à, IC n'est plus égal à bêta IB. Donc on perd la linéarité du transistor. On avait parlé de ces limitations. Donc si jamais on fait ça, ben, on ne va pas avoir une image sinusoïdale. Donc ici on commence par un courant sinusoïdal, donc on obtient une tension sinusoïdale amplifiée. Donc on ne va pas avoir une image parce que justement dans ces zones ici, ben, on ne va pas avoir d'amplification, il y aura de la saturation. Donc ici et ici, donc on ne va pas avoir de la saturation. C'est pour ça que quand on veut choisir un point de fonctionnement, ben, il faut faire en sorte que le point de fonctionnement soit vraiment au milieu. Parce que si vous mettez par exemple un point de fonctionnement ici, dès le départ, avant de commencer à amplifier, ben, vous allez aller très rapidement vers la zone de saturation et votre amplification ne peut pas être très grande, elle va être très petite. Donc pour une amplification maximale, pour optimiser cette amplification, le point de fonctionnement doit se situer au milieu de votre réseau caractéristique.